En 480 avant Jésus-Christ, l'Empire perse était la plus grande puissance que le monde ait jamais connue. Sous le règne de Xerxès Ier, cet empire s'étendait de l'Indus jusqu'aux portes de l'Europe, englobant des dizaines de peuples différents. Égyptiens, Phéniciens, Mèdes, Babyloniens, tous courbaient l'échine devant le roi des rois. Mais une terre lui résistait encore, la Grèce. 10 ans plus tôt, son père Darius avait connu une défaite humiliante à Marathon. Les Athéniens, pourtant largement inférieurs en nombre, avaient repoussé les troupes perses, prouvant au monde que l'invincibilité de l'Empire n'était qu'une illusion. Cette défaite ronge Xerxès comme un poison. Il n'était pas simplement question de conquête ou de territoire. C'était une affaire d'honneur, de vengeance, de démonstration de puissance absolue. Pendant 4 années, Xerxès prépara la plus grande expédition militaire de l'histoire ancienne. Des milliers de navires furent reconstruits. Des routes entières furent tracées à travers les montagnes. Des ponts de bateaux furent érigés sur l'Hellespont pour permettre à l'armée de traverser du continent asiatique vers l'Europe. L'historien grec Hérodote parlera d'une armée de plus d'1 million d'hommes, un chiffre probablement exagéré, mais qui témoigne de l'effroi qu'inspirait cette force colossale. Les estimations modernes parlent de 70 000 à 300 000 soldats, ce qui représentait déjà une force écrasante pour l'époque. Cette armée n'était pas seulement perse, c'était une mosaïque de peuples conquis, chacun apportant ses propres techniques de combat. Les Mèdes avec leur cavalerie redoutable, les Immortels, cette unité d'élite de 10 000 guerriers qui portait ce nom parce que leur rang était immédiatement comblé dès qu'un soldat tombait, donnant l'impression qu'il ne pouvait jamais être vaincu. Les archers scythes capables de noircir le ciel avec leurs flèches. Les fantassins égyptiens, les marins phéniciens qui maîtrisaient les mers mieux que quiconque. Face à cette marée humaine, la Grèce semblait condamnée. Mais les Grecs possédaient quelque chose que les Perses ne comprenaient pas, l'amour de la liberté. Pour eux, mourir libre valait mieux que vivre en esclave. Cette conviction allait transformer un simple défilé montagneux en théâtre de l'un des plus grands sacrifices de l'histoire. La Grèce de 480, avant Jésus-Christ, n'était pas une nation unifiée. C'était un ensemble de cités-États indépendantes, souvent rivales, parfois ennemies. Athènes et Sparte, les deux plus puissantes, se méfiaient l'une de l'autre autant qu'elles redoutaient les Perses. Chaque cité possédait son propre gouvernement, ses propres lois, ses propres intérêts. L'idée de s'unir face à un ennemi commun semblait presque impossible. Pourtant, quand les espions rapportèrent l'ampleur des préparatifs perses, la panique gagna les cités grecques. Certaines choisirent immédiatement la soumission, envoyant à Xerxès la terre et l'eau, symbole traditionnel de leur reddition. D'autres hésitaient, calculant leurs chances de survie. Mais Athènes et Sparte refusèrent catégoriquement de plier le genou. Thémistocle, le brillant stratège athénien, comprenait que la survie de la Grèce dépendait de l'unité. Il parcourut les cités, plaidant pour une alliance défensive. Son argument était simple, divisés, les Grecs tomberaient les uns après les autres comme des dominos. Unis, ils avaient une chance. Sa diplomatie porta ses fruits. Une trentaine de cités acceptèrent de former la Ligue hellénique, mettant de côté leurs querelles ancestrales pour faire face aux dangers communs. La stratégie défensive fut longuement débattue. Certains voulaient fortifier l'isthme de Corinthe et abandonner tout ce qui se trouvait au nord. D'autres proposaient d'évacuer les villes côtières et de livrer une guerre d'usure. Finalement, une décision fut prise. Il fallait ralentir l'avance perse le plus tôt possible, leur infliger des pertes, montrer qu'ils pouvaient saigner. Pour cela, 2 positions stratégiques seraient défendues simultanément. Le détroit de l'Artémision en mer, et sur terre, un étroit passage montagneux appelé les Thermopyles. Le commandement de la force terrestre fut confié à Léonidas, roi de Sparte. Ce choix n'était pas anodin. Les Spartiates étaient réputés pour être les meilleurs guerriers de Grèce, peut-être du monde connu. Depuis l'enfance, ils étaient formés au combat. Leur société entière tournait autour de la guerre. Chaque Spartiate était un soldat professionnel, entraîné à obéir, à endurer, à vaincre ou à mourir sans jamais reculer. Léonidas avait 60 ans, un âge avancé pour un guerrier, mais il incarnait tout ce que Sparte représentait. Courage, discipline, honneur. Quand il fut désigné pour mener cette expédition, il savait exactement ce qu'il attendait. L'oracle de Delphes avait prophétisé qu'un roi spartiate devrait mourir pour sauver Sparte. Léonidas n'avait aucune illusion sur son destin. Pour constituer sa garde personnelle, il choisit 300 guerriers d'élite.
Pas n'importe lesquels, uniquement des hommes qui avaient déjà des fils, pour que leur lignée survive à leur sacrifice. Chacun de ces 300 était un vétéran aguerri, un maître dans l'art de la phalange spartiate. Ils savaient qu'ils partaient pour une mission suicide. Et pourtant, aucun n'hésita. Les Thermopyles, qui signifient de porte chaude, en raison des sources thermales qui y jaillissaient, représentaient un goulot d'étranglement parfait. Ce passage étroit, coincé entre les montagnes du Kalydromos au sud et le golfe Maliaque au nord, ne mesurait par endroits que 15 mètres de large. Un seul char pouvait y passer à la fois. C'était l'endroit idéal pour annuler l'avantage numérique écrasant des Perses. Le défilé comportait 3 passages encore plus étroits, appelés les portes. Au milieu se trouvait un vieux mur en ruine, construit un siècle plus tôt par les Phocidiens pour se défendre des invasions thessaliennes. Léonidas fit immédiatement restaurer ce mur. Il serait leur première ligne de défense. Les 300 Spartiates n'étaient pas seuls. Ils furent rejoints par des contingents d'autres cités. 700 Thespiens, 400 Thébains, 1000 Phocidiens chargés de garder le sentier de montagne et plusieurs milliers d'autres soldats. Au total, environ 7000 hommes s'installèrent aux Thermopyles. Ce n'était rien comparé à l'armée perse qui approchait, mais dans ce passage étroit, les chiffres importaient moins que la discipline et le courage. Léonidas organisa méthodiquement sa défense. Les Phocidiens furent postés sur les hauteurs pour surveiller le sentier d'Anopé, un chemin de montagne tortueux que peu connaissaient. Les autres contingents grecs furent disposés en profondeur, prêts à se relayer dans le combat. Les Spartiates, eux, occuperaient toujours la position la plus exposée, là où le combat serait le plus féroce. Chaque jour, les guerriers s'entraînaient. Ils pratiquaient les mouvements de la phalange, cette formation où chaque homme était un maillon d'une chaîne vivante. Bouclier contre bouclier, lance pointée, ils formaient un mur d'airain que rien ne semblait pouvoir briser. La phalange spartiate était une machine de guerre parfaitement huilée. Chaque soldat savait exactement où se placer, quand pousser, quand frapper, quand tenir bon, malgré la peur et la douleur. Les Spartiates passaient aussi du temps à se préparer mentalement. Ils peignaient leurs longs cheveux, les huilaïens selon la tradition. Cette coquetterie apparente troublait ceux qui ne comprenaient pas la mentalité spartiate. En réalité, quand un Spartiate soignait ainsi son apparence, cela signifiait qu'il se préparait à une belle mort. Car pour eux, mourir au combat pour sa cité était l'honneur suprême. Pendant ce temps, l'armée de Xerxès progressait inexorablement vers le sud. Partout où elle passait, la terreur la précédait. Les villes se soumettaient sans combattre. Les routes étaient noires de soldats. La flotte perse longeait la côte, assurant le ravitaillement de cette masse humaine en mouvement. Rien ne semblait pouvoir arrêter cette marée, mais la nature elle-même allait d'abord frapper les Perses. Au large de la Magnésie, une violente tempête détruisit près de 400 navires. Des milliers de marins périrent noyés. Une seconde tempête au large de l'Eubée causa encore plus de dégâts. Les Grecs y virent un signe des dieux. Poséidon protégeait la Grèce. Pour Xerxès, ce n'était qu'un contretemps ennuyeux. Il lui restait largement assez de navires et de soldats pour écraser la résistance grecque. En août 480 avant Jésus-Christ, l'avant-garde perse aperçut enfin les Thermopyles. Xerxès établit son camp et envoya un éclaireur en reconnaissance. Ce que rapporta cet homme stupéfia le roi des rois. Les Spartiates étaient au dehors, détendus. Certains faisaient de la gymnastique. D'autres peignaient tranquillement leurs cheveux. Ils ne semblaient pas le moins du monde impressionnés par l'armée gigantesque qui campait face à eux. Xerxès convoqua Démarate, un ancien roi spartiate exilé qui servait maintenant à la cour perse. Il voulait comprendre cette attitude incompréhensible. Démarate expliqua: quand les Spartiates se peignent avant le combat, c'est qu'ils se préparent à mourir. Ces hommes ne fuiraient pas, ils combattraient jusqu'au dernier. Xerxès ricana. Comment quelques milliers de Grecs pouvaient-ils espérer résister à son armée? Il envoya un héros proposer aux Grecs de se rendre. Le message était simple: déposez vos armes et vous aurez la vie sauve. La réponse de Léonidas est entrée dans la légende. Molon l'abbé vient les chercher. Convaincu que ces Grecs fous finiraient par voir raison, Xerxès attendit 4 jours. Il leur laissait le temps de réfléchir, de mesurer l'absurdité de leur position, de comprendre qu'ils n'avaient aucune chance. Mais les Grecs ne bougeaient pas. Ils s'entraînaient, mangeaient, dormaient, comme s'ils étaient chez eux. Cette confiance inexplicable commençait à troubler les soldats perses. Le 5e jour, la patience de Xerxès s'épuisa. Il ordonna l'attaque,
Les premiers à charger furent les Mèdes, des guerriers réputés pour leur férocité. Ils se lancèrent en hurlant vers le défilé, convaincus que leur nombre seul suffirait à submerger les défenseurs. Ils se trompaient lourdement. Dans l'étroitesse du passage, la marée humaine perse devint un handicap. Les Mèdes ne pouvaient déployer qu'un front limité. Face à eux, la phalange spartiate se dressa comme un mur de bronze. Les boucliers s'emboîtaient parfaitement. Les lances perses, plus courtes, ne pouvaient atteindre les Grecs, tandis que les longues lances doriennes transperçaient les premiers rangs ennemis encore à distance. Les Mèdes se jetaient courageusement dans la bataille, mais c'était comme des vagues se brisant contre un rocher. La discipline spartiate était absolue. Chaque homme tenait sa position. Quand un guerrier tombait épuisé, un autre prenait immédiatement sa place. La phalange avançait, reculait, tournait avec une précision mécanique. Les Perses, malgré leur courage, n'avaient jamais affronté une telle machine de guerre. Le sol du défilé devint rapidement glissant de sang. Les corps s'empilaient. Les cris des mourants se mêlaient au fracas des armes. Les Mèdes attaquaient par vagues successives, mais chaque assaut se brisait contre le mur de boucliers grecs. Les pertes perses commençaient à devenir alarmantes. Xerxès, observant la bataille depuis son trône portatif, ne pouvait en croire ses yeux. Comment était-ce possible? Furieux de voir ces Mèdes incapables de forcer le passage, Xerxès commit ses troupes d'élite, les Immortels. Ces guerriers portaient des armures écailleuses somptueuses, des boucliers en osier recouverts de cuir, et maniaient des arcs et des lances courtes avec une habileté redoutable. Ils n'avaient jamais connu la défaite. Leur simple présence sur un champ de bataille suffisait généralement à briser le moral ennemi, mais les Spartiates n'étaient pas des ennemis ordinaires. Quand les Immortels chargèrent, ils trouvèrent face à eux des adversaires aussi disciplinés et encore mieux entraînés qu'eux. La phalange grecque ne céda pas d'un pouce. Les lances doriennes faisaient des ravages dans les rangs perses. Les boucliers spartiates, larges et épais, offraient une protection quasi impénétrable. Léonidas avait également une tactique surprenante. Parfois, la phalange grecque feignait de rompre et de battre en retraite. Les Perses, croyant à une faille, se précipitaient en désordre pour les poursuivre. Soudain, les Grecs pivotaient et reformaient à leur ligne, enfermant les poursuivants dans un piège mortel. Cette ruse fut répétée plusieurs fois avec le même succès dévastateur. Le premier jour de combat s'acheva sans que les Perses aient progressé d'1 mètre. Les Grecs avaient tenu. Mieux, ils avaient infligé des pertes terribles à l'ennemi. Des milliers de Perses gisaient morts ou mourants dans le défilé. Les survivants, épuisés et démoralisés, comprenaient qu'ils ne faisaient pas face à des guerriers ordinaires. Xerxès était dans une rage noire. Comment son armée innombrable pouvait-elle être contenue par cette poignée de Grecs? Il ordonna une seconde journée d'assaut encore plus féroce. Vague après vague, les troupes perses se jetèrent dans le défilé. Persais, Mèdes, Siciens, tous venaient mourir contre le mur spartiate. Les Grecs avaient perfectionné leur stratégie. Ils se relayaient pour ne jamais être épuisés. Les Spartiates tenaient les premières lignes pendant 2 heures, puis étaient remplacés par les Thespiens ou les Mantinéens. Cette rotation permettait aux guerriers de récupérer leurs forces tout en maintenant une défense constante. La coordination entre les soldats grecs était remarquable. Dans la phalange, chaque homme protégeait non seulement lui-même, mais aussi son voisin de droite avec son bouclier. C'était une formation qui exigeait une confiance absolue entre les guerriers. Un seul homme qui paniquerait et romprait les rangs pouvait condamner toute la ligne. Mais chez les Spartiates, la peur n'avait pas sa place. Depuis l'enfance, on leur avait appris qu'un guerrier revenait avec son bouclier ou dessus, c'est-à-dire victorieux ou mort. Les archers perses tentèrent de briser les défenses grecques en noyant les défenseurs sous un déluge de flèches. La légende raconte qu'un Spartiate nommé Dienessès avertit que les flèches perses étaient si nombreuses qu'elles obscurciraient le soleil, répondit « Tant mieux, nous combattrons à l'ombre ». Cette phrase résume parfaitement l'état d'esprit spartiate. Rien ne pouvait les intimider, même pas la perspective d'une mort certaine, mais les boucliers grecs, larges et solides, offraient une excellente protection contre les flèches. Les Spartiates formaient ce qu'on appelait une tortue, levant leurs boucliers au-dessus de leur tête pour créer un toit protecteur. Les flèches rebondissaient ou se plantaient dans le bois, et le bronze sans causer de dégâts significatifs. Le deuxième jour se termina comme le premier. Les Perses n'avaient toujours pas franchi le défilé. Xerxès commençait à comprendre qu'il ne pourrait pas vaincre les Grecs par la force frontale. Il fallait trouver un autre moyen.
Mais comment contourner des montagnes réputées infranchissables? Dans le camp perse, Xerxès bouillonnait de frustration. 2 jours de combats acharnés, des milliers de morts, et ces maudits Grecs tenaient toujours. Sa réputation d'invincibilité en prenait un coup. Partout dans son empire, on apprendrait qu'une poignée de guerriers avait contenu son armée. C'était intolérable. Ce fut alors qu'un homme se présenta au camp perse. Il s'appelait Éphialtès, un Grec de Malia. Ce traître allait changer le cours de l'histoire. Contre la promesse d'une grosse récompense, il révéla à Xerxès l'existence du sentier d'Anopé, ce chemin de montagne que si peu connaissaient. Ce sentier permettait de contourner les Thermopyles et de prendre les défenseurs à revers. Xerxès exulta. Enfin, il tenait sa victoire. Il convoqua immédiatement son meilleur général, Hydarnes, commandant des Immortels, et lui ordonna de prendre ce sentier avec son unité d'élite. L'attaque devrait avoir lieu à l'aube, prenant les Grecs par surprise entre 2 feux. La nuit tombée, Hydarnes et ses Immortels commencèrent leur ascension. Le sentier était difficile, tortueux, mais praticable. Éphialtès les guidait. Les Perses progressaient silencieusement à travers les forêts de chênes qui couvraient la montagne. Leur marche ne fut découverte qu'au petit matin. Les 1000 Phocidiens que Léonidas avait postés sur les hauteurs pour garder ce passage entendirent le bruit de milliers de pas sur les feuilles mortes. Ils se préparèrent au combat, mais les Immortels ne cherchèrent pas l'affrontement. Hydarnes avait ordre de contourner cette force et de continuer sa route. Les Phocidiens, voyant l'ampleur de la colonne ennemie et comprenant qu'ils ne pourraient pas l'arrêter seuls, envoyèrent immédiatement des messagers prévenir Léonidas, puis se retirèrent sur des positions plus élevées. Dans le défilé, Léonidas reçut plusieurs avertissements presque simultanément. Les Phocidiens l'avertissaient de la colonne d'Hydarnes. Des déserteurs perses venus chercher refuge chez les Grecs confirmaient la manœuvre d'encerclement. Le devin Mégistias, qui accompagnait l'armée, examina les entrailles des animaux sacrifiés et annonça que la mort viendrait avec l'aube. Léonidas convoqua un conseil de guerre en pleine nuit. La situation était claire. D'ici quelques heures, l'armée grecque serait prise en tenaille. Continuer à défendre le défilé deviendrait impossible. 2 options s'offraient. Battre en retraite immédiatement pour sauver l'armée, ou rester et mourir pour gagner du temps précieux. La décision de Léonidas fut rapide. Il ordonna à la majorité des troupes grecques de se retirer. Mieux valait sauver ses hommes pour les batailles à venir, plutôt que de les sacrifier inutilement. Mais lui et ses 300 Spartiates resteraient. Ils tiendraient le défilé aussi longtemps que possible pour permettre aux autres de s'échapper et à la Grèce de continuer à préparer sa défense. Cette décision n'était pas seulement militaire. Elle était aussi politique et spirituelle. Léonidas se souvenait de la prophétie de l'oracle de Delphes. Soit Sparte serait détruite, soit un de ses rois devait mourir. Il avait accepté ce destin dès le départ. Son sacrifice sauverait Sparte et inspirerait toute la Grèce. Un roi qui meurt au combat pour son peuple devient une légende vivante, un exemple qui traverse les siècles. Les 700 espions, commandés par Démophilos, refusèrent de partir. Ils resteraient aux côtés des Spartiates. C'était une question d'honneur. On ne laisse pas ses frères d'armes mourir seuls. Les 400 Thébains restèrent également, bien que leur loyauté fût plus douteuse. Certains historiens pensent qu'ils furent retenus en otage pour garantir la neutralité de Thèbes. Alors que la nuit laissait place à l'aube du 3e jour, environ 1400 Grecs se préparaient à livrer leur dernier combat. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Aucun d'eux ne reverrait sa maison, sa femme, ses enfants. Mais ils avaient fait leur choix. Mieux valait une mort glorieuse au service de la liberté qu'une vie d'esclavage. Léonidas réunit ses hommes. Selon les récits, il leur aurait dit « Prenez un bon petit déjeuner car ce soir nous dînerons aux enfers. » Les Spartiates rirent. Même face à la mort certaine, leur humour noir ne les abandonnait pas. Ils mangèrent, plaisantèrent, se préparèrent avec le calme de professionnels accomplissant une dernière mission. L'aube du 3e jour se leva sur les Thermopyles. Xerxès, informé que la colonne d'Hydarnes avait réussi à contourner les défenses grecques, ordonna une attaque générale. Cette fois, les Grecs ne tiendraient plus. Pris entre 2 feux, ils seraient écrasés. Mais Léonidas avait changé de tactique. Puisque la mort était inévitable, autant vendre chèrement leur peau et faire payer le prix le plus élevé possible aux Perses. Au lieu de rester derrière le mur phocydien pour défendre le passage, les Spartiates sortirent en terrain ouvert. Ils chargèrent directement l'armée perse. Cette audace stupéfia les Perses. Des hommes condamnés, au lieu de chercher à prolonger leur vie, fonçaient vers la mort en attaquant.
C'était contre toute logique militaire et pourtant terriblement efficace. Dans la charge, la phalange spartiate frappait avec une violence inouïe. Les Spartiates n'économisaient plus leurs forces. Ils n'avaient plus à tenir des heures, juste à tuer le plus possible avant de tomber. Le carnage fut effroyable. Les lances doriennes transperçaient des armures perses. Les épées courtes, spartiates, redoutables au corps à corps, ouvraient des ventres et tranchaient des membres. Les Perses tombaient par dizaines, puis par centaines. Les officiers perses, reconnaissables à leurs armures richement décorées, étaient particulièrement visés. Léonidas lui-même menait la charge, combattant au premier rang comme le dernier de ses soldats. La bataille atteignit une férocité sans précédent. Les Perses, galvanisés par la présence de Xerxès qui observait depuis les hauteurs, se battaient avec acharnement. Les Grecs, sachant qu'ils vivaient leurs dernières heures, ne reculaient devant rien. Chaque mètre de terrain était disputé dans un combat à mort. Léonidas tomba relativement tôt dans la bataille, percé de plusieurs lances. Mais sa mort, loin de briser le moral spartiate, sembla décupler leur fureur. Une mêlée sauvage éclata autour du corps du roi. Les Spartiates étaient déterminés à récupérer la dépouille de leur chef, comme le voulait la tradition. Les Perses voulaient s'en emparer comme trophée. 4 fois les Grecs reprirent le corps. 4 fois les Perses le leur arrachèrent. Les lances se brisaient. Les épées se ployaient. Les boucliers se fendaient. Quand leurs armes principales furent détruites, les Spartiates continuèrent à combattre avec leurs épées courtes. Quand leurs épées se brisèrent, ils utilisèrent leurs poignards. Quand ils perdirent leurs poignards, ils combattirent à main nue, mordant et griffant comme des bêtes sauvages. Hydarne et ses immortels arrivèrent enfin par l'arrière, complétant l'encerclement. Les Grecs survivants se replièrent sur une petite colline, le Kolonos, à l'intérieur du défilé. Là, dos à dos, formant un cercle défensif, ils continuèrent à se battre. Ils n'étaient plus que quelques centaines, blessés, épuisés, mais toujours debout. Les Perses n'osaient plus les approcher au corps à corps. Trop de leurs camarades étaient morts en tentant de submerger ces guerriers enragés. Xerxès ordonna alors à ses archers de les cribler de flèches. Des milliers de traits s'abattirent sur les derniers défenseurs. Privés de la protection de leurs boucliers détruits, les Grecs tombèrent un à un sous cette pluie mortelle. Le dernier Spartiate mourut debout, une lance brisée encore serrée dans la main. Le silence qui suivit était assourdissant. Les Perses, victorieux, contemplaient le champ de bataille avec un mélange de soulagement et d'horreur. Des milliers de leurs camarades gisaient morts pour avoir vaincu 1400 Grecs. Jamais victoire n'avait été si coûteuse. Xerxès, fou de rage devant les pertes subies et humilié par cette résistance héroïque, commit un acte qui souillait sa victoire. Il ordonna que le corps de Léonidas soit décapité et crucifié. C'était une insulte terrible selon les coutumes grecques, mais aussi un aveu de faiblesse. Xerxès avait tellement souffert de ce roi spartiate qu'il ne pouvait s'empêcher de se venger sur son cadavre. Les Thermopyles étaient tombés. La route vers Athènes était ouverte. En apparence, Xerxès avait remporté une victoire complète. Pourtant, quelque chose d'essentiel avait changé. L'armée perse, qui se croyait invincible, savait maintenant qu'elle pouvait saigner. Elle avait vu ce que quelques centaines de Grecs déterminés pouvaient accomplir. Si 300 Spartiates avaient tenu 3 jours contre toute l'armée perse, que se passerait-il quand les Perses affronteraient toutes les forces grecques réunies? Le sacrifice de Léonidas et de ses hommes eut un impact psychologique immense sur toute la Grèce. Les cités qui hésitaient encore comprirent ce qu'il fallait résister. Sparte avait montré l'exemple ultime. Son roi était mort pour la liberté de tous les Grecs. Comment pouvait-on se soumettre après un tel sacrifice? Comment pouvait-on choisir l'esclavage quand d'autres avaient choisi une mort héroïque? Thémistocle utilisa brillamment cette inspiration nouvelle. Il rassembla la flotte grecque dans le détroit de Salamine, un passage étroit similaire aux Thermopyles, où la supériorité numérique perse serait encore annulée par le terrain. Là, en septembre 480 avant Jésus-Christ, à peine un mois après les Thermopyles, les Grecs infligèrent une défaite navale décisive aux Perses. Xerxès, qui assistait à la bataille depuis le rivage, vit sa flotte être méthodiquement détruite. Les navires grecs, plus manœuvrables dans l'espace restreint du détroit, éprenaient et coulaient les bateaux perses les uns après les autres. La supériorité numérique perse se transforma en handicap mortel. Les navires s'entrechoquaient, se bloquaient mutuellement, offraient des cibles faciles aux Grecs. Cette défaite changea la donne. Xerxès,
craignant que les Grecs ne détruisent un de ses ponts sur l'Hellespont et ne lui coupent toute retraite, retourna précipitamment en Asie avec une grande partie de son armée. Il laissa son général Mardonios continuer la campagne avec une force réduite. L'année suivante, en 479 avant Jésus-Christ, les armées grecques et perses s'affrontèrent à Platée. Cette fois, les Grecs étaient unis et déterminés. Ils se souvenaient des Thermopyles. Ils se battaient pour honorer la mémoire de Léonidas et des 300. La bataille fut acharnée, mais les Grecs l'emportèrent. Mardonios fut tué. L'armée perse, démoralisée, battit en retraite et ne revint jamais. Les guerres médiques étaient terminées. La Grèce avait survécu. L'Europe avait échappé à la domination perse. Tout cela grâce à une série de victoires, dont la première, paradoxalement, avait été une défaite, les Thermopyles. Sur la colline où les derniers Spartiates étaient tombés, les Grecs érigèrent plus tard un monument. Le poète Simonide de Céos composa une épitaphe qui reste l'un des textes les plus émouvants de l'Antiquité. « Étranger, va dire à Sparte que nous gisons ici par obéissance à ses lois. » Ces mots simples capturent l'essence du sacrifice de Spartiate. Ils n'étaient pas morts pour la gloire personnelle, pas pour des richesses, pas même pour une victoire. Ils étaient de morts parce que c'était leur devoir. Sparte leur avait ordonné de tenir le passage et ils avaient obéi jusqu'à la mort. Cette obéissance absolue, ce sens du devoir poussé à l'extrême, définissait ce qu'était un Spartiate. 40 ans après la bataille, les ossements de Léonidas furent ramenés à Sparte. On lui fit des funérailles royales. Des jeux funéraires furent organisés chaque année en sa mémoire. Des statues furent érigées. Son nom devint synonyme de courage et de sacrifice. Mais les Thermopyles ne furent pas seulement importantes pour Sparte. Elles devinrent un symbole pour toute la Grèce, puis pour toute la civilisation occidentale. Elles représentaient l'idée qu'un petit nombre d'hommes libres et disciplinés pouvaient tenir tête à une multitude d'esclaves, aussi nombreux soient-ils. Elles prouvaient que la qualité l'emportait sur la quantité, que la liberté valait tous les sacrifices. Les historiens grecs, en particulier Hérodote, firent des Thermopyles un événement fondateur. Hérodote, dans ses histoires, décrivit longuement la bataille. Il en fit le symbole du choc entre deux mondes, l'Orient despotique et l'Occident libre. Les Perses, dans sa narration, représentaient la tyrannie, l'esclavage, la soumission aveugle à un roi-dieu. Les Grecs incarnaient la liberté, la démocratie, le respect de la loi choisie par le peuple. Cette interprétation contenait évidemment des exagérations et des simplifications. L'Empire perse n'était pas aussi tyrannique que les Grecs le dépeignaient. Il était souvent tolérant envers les peuples conquis, respectant leur religion et leurs coutumes. Inversement, Sparte n'était guère un modèle de démocratie, étant une oligarchie militaire qui asservissait les ilotes. Mais la puissance symbolique des Thermopyles transcendait ces nuances historiques. Ce qui comptait, c'était le message. Face à l'oppression, même désespérée, la résistance était possible et nécessaire. Quelques hommes déterminés pouvaient changer le cours de l'histoire. Le sacrifice pour une cause juste n'était jamais vain. Cette leçon fut retenue à travers les siècles. Quand les Romains affrontaient Hannibal, ils se souvenaient des Thermopyles. Quand les Européens combattaient les invasions barbares, ils évoquaient Léonidas. À chaque fois qu'une force importante menaçait d'écraser une résistance apparemment désespérée, l'exemple des 300 revenait comme un modèle à suivre. Les Thermopyles ont inspiré d'innombrables œuvres d'art. Le peintre français, Jacques-Louis David, immortalisa Léonidas dans un tableau monumental. Des poètes de toutes les époques ont célébré le sacrifice spartiate. Des romanciers ont recréé la bataille dans leurs livres. Au XXe siècle, le cinéma s'est emparé du mythe, avec des résultats variables en termes d'exactitude historique, mais toujours avec le même message. La liberté a un prix, et certains hommes sont prêts à le payer. Que nous apprend réellement la bataille des Thermopyles? Premièrement, l'importance du terrain. Léonidas avait parfaitement compris que dans un passage étroit, une petite force disciplinée pouvait tenir tête à une armée gigantesque. Cette leçon tactique a été appliquée dans d'innombrables batailles ultérieures. De nombreux généraux ont cherché le point d'étranglement qui leur permettrait d'égaliser les forces en présence. Deuxièmement, la valeur de l'entraînement et de la discipline. Les Spartiates n'étaient pas surhumains.
Ils n'avaient pas d'armement supérieur. Ce qui les rendait redoutables, c'était leur entraînement constant, leur discipline de fer, leur coordination parfaite. Dans la phalange, chaque homme savait exactement quoi faire, quand le faire, comment coopérer avec ses camarades. Cette cohésion était leur force principale. Troisièmement, le pouvoir du moral et de la motivation. Les Perses combattaient pour leur roi, par obligation ou par appât du gain. Les Spartiates se battaient pour leur liberté, pour leur famille, pour leur loi. Cette différence de motivation était cruciale. Un homme qui combat pour ce en quoi il croit est bien plus dangereux qu'un homme qui combat par contrainte. Quatrièmement, l'importance du leadership. Léonidas n'envoya pas ses hommes au combat depuis l'arrière. Il combattit au premier rang. Il partagea tous les dangers. Quand il tomba, ses soldats redoublèrent d'ardeur pour le venger. C'est là l'essence du vrai leadership. Montrer l'exemple. Ne jamais demander à ses hommes ce qu'on n'est pas prêt à faire soi-même. Cinquièmement, le sacrifice peut transformer une défaite en victoire. Militairement, les Thermopyles furent une défaite pour les Grecs. Ils perdirent le défilé et ne purent empêcher l'avancée perse. Mais psychologiquement et stratégiquement, ce fut une victoire immense. Le sacrifice de Léonidas inspira toute la Grèce à continuer le combat. Il démontra que les Perses n'étaient pas invincibles. Il gagna du temps précieux pour préparer la défense. Ces leçons restent pertinentes aujourd'hui. Dans un monde où la technologie et la puissance de feu semblent déterminantes, les Thermopyles rappellent que des facteurs humains, courage, discipline, leadership, motivation, restent fondamentaux. Les guerres ne sont pas gagnées uniquement par les armées les plus nombreuses ou les mieux équipées, mais par celles qui ont la volonté la plus forte. Au-delà des leçons tactiques et stratégiques, les Thermopyles posent une question philosophique fondamentale. Jusqu'où est-on prêt à aller pour défendre sa liberté? Léonidas et ses hommes ont choisi la mort certaine plutôt que la soumission. Ce choix peut sembler extrême, voire inutile. N'auraient-ils pas mieux servi leur cité en battant en retraite pour combattre un autre jour? Peut-être, sur le plan purement rationnel. Mais la valeur de leur sacrifice ne se mesure pas en termes rationnels. Il s'agissait d'affirmer un principe. La liberté est plus précieuse que la vie elle-même. En mourant pour ce principe, Léonidas et les 300 l'ont gravé dans la mémoire collective pour l'éternité. Cette affirmation du prix de la liberté trouve un écho particulier à notre époque. Dans un monde où beaucoup considèrent la sécurité, le confort matériel et la paix à tout prix comme les valeurs suprêmes, les Thermopyles rappellent qu'il existe des valeurs plus hautes, la dignité humaine, l'autodétermination, le droit de vivre selon ses propres lois plutôt que celles d'un tyran. Les Spartiates ne se battaient pas pour conquérir. Ils ne cherchaient ni territoire ni richesse. Ils défendaient simplement le droit d'exister en homme libre. Cette aspiration universelle résonne dans chaque être humain. C'est pourquoi l'histoire des Thermopyles continue de nous toucher, plus de 2500 ans après les événements. Il est facile, dans le confort de notre époque, de juger les choix de ces guerriers antiques. Facile de dire qu'ils auraient dû battre en retraite, sauver leur vie, trouver un compromis avec les Perses. Mais ils vivaient dans un monde différent, où l'honneur et le devoir avaient une signification concrète et absolue. Pour un Spartiate, rentrer chez lui après avoir abandonné son poste était impensable. Ce n'était même pas une option envisageable. Leurs femmes partageaient cette mentalité. Plutarque rapporte cette anecdote. Gorgo, l'épouse de Léonidas, lui demanda avant son départ ce qu'elle devait faire. Léonidas répondit « Épouse de bons hommes et enfante de bons citoyens. Pas un mot de tristesse, pas une larme, juste l'acceptation stoïque du sacrifice nécessaire. » Une autre femme spartiate aurait dit à son fils avant le combat « Reviens avec ton bouclier ou dessus, victoire ou mort, rien d'autre n'était acceptable. » Cette mentalité nous semble aujourd'hui étrangère, peut-être même effrayante. Nous vivons dans une époque qui valorise la vie individuelle au-dessus de tout. L'idée de mourir pour une cause abstraite comme la liberté ou l'honneur nous paraît souvent incompréhensible. Les Spartiates, eux, plaçaient la communauté au-dessus de l'individu. L'honneur de Sparte valait plus que leur vie personnelle. 2500 ans après, les Thermopyles continuent de résonner dans la conscience humaine.
Le site de la bataille est devenu un lieu de pèlerinage. Des touristes du monde entier viennent voir le défilé, désormais élargi par la sédimentation et éloigné de la mer. Ils contemplent la statue de Léonidas érigée là où il est tombé. Ils lisent l'inscription de Simonide et ressentent, même brièvement, l'écho de ce sacrifice ancestral. Les militaires de tout pays étudient encore la bataille dans les académies. Non pas pour en tirer des leçons tactiques directement applicables, la guerre moderne a peu à voir avec les combats antiques, mais pour comprendre les principes intemporels du leadership, du courage, de la cohésion d'unité. Les marines américains se réfèrent aux thermopyles quand ils parlent de ne jamais laisser un homme derrière. Les commandos d'élite du monde entier y voient un exemple de ce qu'une petite force hautement entraînée peut accomplir. L'histoire des 300 a été racontée et réinventée d'innombrables fois. Chaque époque l'a adaptée à ses propres préoccupations. Dans l'Antiquité romaine, elle servait d'exemple de vertu, cette excellence masculine faite de courage et d'honneur. Au Moyen-Âge chrétien, on y voyait des proto-martyrs, des hommes acceptant de mourir pour une cause juste. À l'époque des Lumières, elle illustrait le combat de la raison et de la liberté contre l'obscurantisme et le despotisme. Au XIXe siècle, les nationalistes européens s'approprièrent les Thermopyles comme symbole de la résistance nationale face à l'envahisseur. Pendant les guerres mondiales du XXe siècle, tous les camps invoquèrent l'exemple de Léonidas pour galvaniser leurs troupes. Même les dictatures totalitaires, pourtant plus proches de l'Empire perse que des cités grecques, se référaient aux Spartiates pour encourager le sacrifice pour l'État. Cette universalité du mythe est remarquable. Les Thermopyles parlent à tous les peuples, à toutes les époques, parce qu'elles touchent à quelque chose de fondamental dans la nature humaine, le désir de liberté et la volonté de la défendre même au prix suprême. En 1941, quand les troupes néo-zélandaises tentèrent de retenir l'avancée allemande dans ce même défilé des Thermopyles pendant quelques jours, elles se référaient explicitement à Léonidas. Elles ne tinrent que 2 jours avant de devoir battre en retraite, mais elles avaient accompli leur mission. Ralentir l'ennemi et permettre l'évacuation des forces alliées. La géographie peut changer, la technologie évoluer, mais certaines constantes demeurent. Le monde moderne, avec ses armes de destruction massive, ses drones et ses cyberguerres, semble avoir rendu obsolètes les leçons des Thermopyles. Pourtant, partout où des populations résistent à l'oppression, où des minorités défendent leurs droits, où des individus choisissent de se dresser contre l'injustice malgré les risques, l'esprit de Léonidas survit. Les 300 Spartiates ne savaient pas qu'ils entraient dans l'immortalité. Ils pensaient simplement faire leur devoir, mais leur exemple a transcendé leur époque pour devenir un archétype universel. Ils ont prouvé qu'aucune cause n'est perdue tant que des hommes sont prêts à se battre pour elle, que le courage et la détermination peuvent compenser le désavantage numérique, que la mort elle-même peut être transformée en victoire si elle sert un but plus grand. Voilà pourquoi, après tant 500e siècle, nous continuons de raconter l'histoire de ce roi spartiate sexagénaire et de ces 300 guerriers qui ont choisi de mourir dans un défilé montagneux plutôt que de plier le genou. Leur combat était localisé dans l'espace et le temps. Mais leur message est éternel, la liberté n'a pas de prix, et certains hommes sont prêts à payer celui du sang pour la préserver. Les Thermopyles nous enseignent que les grandes batailles ne se gagnent pas toujours sur le moment. Parfois, la vraie victoire vient des générations plus tard, quand les hommes se souviennent, s'inspirent et trouvent en eux-mêmes le courage de continuer le combat. Léonidas et ses 300 ont perdu la bataille mais gagné l'éternité. Leur sacrifice a sauvé la Grèce, préservé la civilisation occidentale naissante et créé un symbole qui continue, 25 siècles plus tard, d'inspirer ceux qui croient que certaines valeurs valent tous les sacrifices.